Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis très contente de vous retrouver ce soir sur le canapé de votre émission littéraire préférée, Voyage au bout de la nuit. Alors je vais continuer avec vous ma lecture de Lettres choisies de Madame de Sévigné. Mais avant de reprendre la lettre, je tenais à remercier Franck, Pavol et Camille qui m'accompagnent ce soir en régie. Je reprends donc ma lecture à la lettre 19. Cependant, le maréchal d'Humières, soutenu par Monsieur de Louvois, n'avait point paru et attendait que le maréchal de Créqui eût répondu. Celui-ci est venu de son armée en poste répondre lui-même. Il arriva avant-hier, il a eu une conversation d'1 heure avec le roi. Le maréchal de Gramont fut appelé qui soutint le droit des maréchaux de France et fit le roi juge de ceux qui faisaient le plus de cas de ses dignités, ou ceux qui, pour en soutenir la grandeur, s'exposaient au malheur d'être mal avec lui, ou celui qui était honteux d'emporter le titre, qu'il avait effacé de tous les endroits où il était, qui tenait le nom des maréchals pour une injure, et qui voulait commander en qualité de prince. Enfin, la conclusion fut que le maréchal de Créqui est allé à la campagne dans sa maison, planter des choux, aussi bien que le maréchal d'Humières. Voilà de quoi l'on parle uniquement. L'un dit qu'ils ont bien fait, d'autres qu'ils ont mal fait. La comtesse s'égosille. Le comte de Guiche prend son fossé. Il les faut séparer. C'est une comédie. Ce qui est vrai, c'est que voilà 3 hommes d'une grande importance pour la guerre et qu'on aura bien de la peine à remplacer. Monsieur le prince les regrette fort pour l'intérêt du roi. Monsieur de Schönberg ne veut pas obéir aussi à monsieur de Turenne, ayant commandé des armées en chef. Enfin, la France, qui est pleine de grands capitaines, n'en trouvera pas assez par ce malheureux contretemps. Monsieur d'Aligre a les sceaux. Il a 80 ans. C'est un dépôt. C'est un pape. Je viens de faire un tour de ville. J'ai été chez monsieur de la Rochefoucauld. Il est comblé de douleur d'avoir dit adieu à tous ses enfants. Au travers de tout cela, il m'a prié de vous dire 1000 tendresses de sa part. Nous avons fort causé. Tout le monde pleure son fils, son frère, son mari, son amant. Il faudrait être bien misérable pour ne se pas trouver intéressé au départ de la France tout entière. Dangeau et le comte de Sceaux me sont venus dire adieu. Ils nous ont appris que le roi, au lieu de partir demain, comme tout le monde le croyait, afin d'éviter les larmes, est parti à 10 heures du matin, sans que personne l'ait su. Il est parti, lui 12e, tout le reste court après. Au lieu d'aller à Villers-Cotterêts, il est allé à Nanteuil, où l'on croit que d'autres gens se retrouveront, qui sont disparus aussi. Demain, il ira à Soissons, et tout de suite, comme il l'avait résolu. Si vous ne trouvez pas cela galant, vous n'avez qu'à le dire. La tristesse où tout le monde se trouve est une chose qu'on ne saurait imaginer au point qu'elle est. La reine est demeurée régente. Toutes les compagnies souveraines l'ont été reconnaître et saluer. Voici une étrange guerre, et qui commence bien tristement. En revenant chez moi, j'ai trouvé notre pauvre cardinal de Retz, qui me venait dire adieu. Nous avons causé 1 heure, il vous a écrit un petit adieu, et part demain matin. Monsieur d'Uzès part aussi. Qui est-ce qui ne part point? Hélas, c'est moi. Mais j'aurai mon tour comme les autres. Il est vrai que c'est une chose cruelle que de faire 100 lieues pour se retrouver à Aix. J'approuve fort votre promenade et le voyage de Monaco. Il s'accordera fort bien avec votre retardement. Je crois que j'arriverai à Grignan à peu près un peu après vous. Je vous conjure, ma bonne, de m'écrire toujours soigneusement. Je suis désolée quand je n'ai point de vos lettres. J'ai été chercher 4 fois le président de Gallifet, et même je l'avais prié 1 fois de m'attendre. Ce n'est pas ma faute si je ne l'ai pas vu. Je suis ravie, ma bonne, que vous ne soyez point grosse. J'en aime monsieur de Grignan de tout mon cœur.
Mandez-moi si on doit ce bonheur à sa tempérance ou à sa véritable tendresse pour vous. Ou si vous n'êtes point ravi de pouvoir un peu trotter et vous promener dans cette Provence, à travers des allées, d'orangers et de me recevoir sans crainte, de tomber et d'accoucher. Adieu, ma très aimable enfant. Il me semble que vous savez assez combien je vous aime, sans qu'il soit besoin de vous le dire davantage. Si Pommier vous donne la main, la porte n'est donc plus que pour la décoration. J'embrasse 1000 fois Monsieur de Grignan, pour ma très belle et très chère enfant. Lettre numéro 20 à Madame de Grignan, à Paris, lundi 11 juillet 1672. Ne parlons plus de mon voyage, ma pauvre bonne. Il y a si longtemps que nous ne faisons autre chose qu'enfin cela fatigue. C'est comme les longues maladies qui usent la douleur. Les longues espérances usent toute la joie. Vous aurez dépensé tout le plaisir de me voir en attendant. Quand j'arriverai, vous serez tout accoutumé à moi. J'ai été obligée de rendre les derniers devoirs à ma tante. Il a fallu encore quelques jours au-delà. Enfin, voilà ce qui est fait. Je pars mercredi et vais coucher à Essonne ou à Melun. Je vais par la Bourgogne. Je ne m'arrêterai point à Dijon. Je ne pourrai pas refuser quelques jours en passant à quelques vieilles tantes que je n'aime guère. Je vous écrirai d'où je pourrai. Je ne puis marquer aucun jour. Le temps est divin, il a plu comme pour le roi. Notre abbé est gai. Et content. La mousse est un peu effrayée de la grandeur du voyage, mais je lui donnerai du courage. Pour moi, je suis ravie. Et si vous en doutez, mandez-le-moi, à Lyon, afin que je m'en retourne sur mes pas. Voilà, ma bonne, tout ce que je vous manderai. Votre lettre du 3e est un peu séchette, mais je ne m'en soucie guère. Vous me dites que je vous demande pourquoi vous avez ôté la porte. Si je l'ai fait, j'ai tort, car je le savais fort bien. Mais j'ai cru vous avoir demandé pourquoi vous ne m'en aviez point averti, car je vous fus tout étonné de le voir. Je suis fort aise que vous ne l'ayez plus. Vous savez ce que je vous en avais mandé. Monsieur de Coulanges vous parlera de votre lit d'ange. Pour moi, je veux vous louer de n'être point grosse et vous conjurer de ne le point devenir. Si ce malheur vous arrivait dans l'état où vous êtes de votre maladie, vous seriez maigre et laide pour jamais. Donnez-moi le plaisir de vous retrouver aussi bien que je vous ai donné et de pouvoir un peu trotter avec moi. Où la fantaisie nous prendra d'aller, Monsieur de Grignan vous doit donner, et à moi, cette marque de sa complaisance. Ne croyez donc pas que vos belles actions ne soient pas remarquées. Les beaux précédés méritent toujours des louanges. Continuez, voilà tout. Vous me parlez de votre dauphin. Je vous plains de l'aimer si tendrement. Vous aurez beaucoup de douleur et de chagrin à essuyer. Je n'aime pas trop que la petite de Grignan. Contre toutes mes résolutions, je l'ai donc ôtée de Livry. Elle est 100 fois mieux ici. Elle a commencé à me faire trouver que j'avais bien fait. Elle a eu depuis mon retour une très jolie petite vérole volante, dont elle n'a point été du tout malade. Ce que le petit Péquet a traité en 2 visites aurait fait un grand embarras. Si elle avait été à Livry, vous me demanderez si je l'ai toujours vue. Je vous dirai que oui, je ne l'ai point abandonnée. Je suis pour le mauvais air, comme vous êtes pour les précipices. Il y a des gens avec qui je ne les crains pas. Enfin, je la laisse en parfaite santé au milieu de toutes sortes de secours. Madame du Puy-du-Fou et Péquet la sèvreront à la fin août. Et comme la nourrice est une femme attachée à son ménage, à son mari, à ses enfants, à ses vendanges et à tout, Madame du Puy-du-Fou m'a promis de me donner une femme pour en avoir soin, afin de donner la liberté à la nourrice de pouvoir s'en aller. Et la petite demeurera ici avec cette femme qui aura l'œil à tout, Marie que ma petite aime et connaît fort. La bonne mère Jeanne, qui fera toujours leur petit ménage, Monsieur de Coulanges et Madame de Sanzay, qui en auront un soin extrême. Et de cette sorte, nous en aurons l'esprit en repos. J'ai été fort approuvée de l'avoir ramené ici. Livry n'est pas trop bon sans moi, pour ces sortes de gens-là. Voilà qui est donc réglé.
de Coulanges. Dans quelque lit que vous soyez couché, vous pouvez vous vanter que vous vous êtes couché dans un lit d'ange. C'est votre lit, madame. Votre lit, c'est un lit d'ange. De quelque manière qu'il soit retroussé. Mais je ne crois pas qu'il n'y ait que votre lit qui soit un lit d'ange. C'est un lit d'ange que celui de mon charmant marquis. Voilà un homme bien raisonnable et une pauvre femme bien contente. Celui de M. de Coulanges n'est pas tendu par les pieds. Il y a 5 fers en 5 sur le bois de lit, d'où pendant 5 rubans qui soutiennent en l'air les 3 grands rideaux et les 2 cantonnières. Les bonnes grâces sont retirées vers le chevet avec un ruban. Adieu, ma bonne. Monsieur de Grignan veut-il bien que je lui rende une visite dans son beau château? Lettre numéro 21 à Arnaud d'Andilly, à Aix, dimanche 11 décembre 1672. Au lieu d'aller à Pamponne, vous faire une visite, vous voulez bien que je vous écrive. Je sens la différence de l'un à l'autre. Mais il faut que je me console au moins de ce qui est en mon pouvoir. Vous seriez bien étonné si j'allais devenir bonne à Aix. Et je m'y sens quelquefois portée par un esprit de contradiction. En voyant combien Dieu y est peu aimé, je me trouve chargée d'en faire mon devoir. Sérieusement, les provinces sont peu instruites des devoirs du christianisme. Je suis plus coupable que les autres car j'en sais beaucoup. Je suis assurée que vous ne m'oubliez jamais dans vos prières. Et je crois en sentir des effets toutes les fois que je sens une bonne pensée. J'espère que j'aurai l'honneur de vous revoir ce printemps et qu'étant mieux instruite, je serai plus en état de vous persuader tout ce que vous m'assureriez. Que je ne vous persuadais point. Tout ce que vous serez entre ci et là, c'est que si le prélat qui a le don de gouverner les provinces avait la conscience aussi délicate que M. de Grignan, il serait un très bon évêque. Ma basta. Faites-moi la grâce de me demander de vos nouvelles. Parlez-moi de votre santé. Parlez-moi de l'amitié que vous avez pour moi. Donnez-moi la joie de voir que vous êtes persuadé, que vous êtes au premier rang de tout ce qui m'est le plus cher au monde. Voilà ce qui m'est nécessaire pour me consoler de votre absence, dont je sens l'amertume à travers de tout l'amour maternel. Madame de Rabutin-Chantal, pour Monsieur d'Andilly, à Pamponne. Lettre numéro 22 à Madame de Grignan, à Marseille, mercredi 25 janvier 1673. Je vous écris après la visite de Madame de l'Intendante et une harangue très belle. J'attends un présent et le présent attend ma pistole. Je suis charmée de la beauté singulière de cette ville. Hier, le temps fut divin et l'endroit où je découvris la mer, les bastides, les montagnes et la ville est une chose étonnante. Mais surtout, je suis ravie de Madame de Montfuron. Elle est aimable et on l'aime sans balancer. La foule des chevaliers qui vinrent hier voir Monsieur de Grignan, des noms connus, des Saint-Hérem, des aventuriers, des épées, des chapeaux de bel air, des gens faits à peindre, une idée de guerre, de roman, d'embarquement d'aventure, de chaînes de fer, d'esclaves, de servitude, de captivité. Moi qui aime les romans, tout cela me ravit et j'en suis transportée. Monsieur de Marseille vint hier au soir. Nous dînons chez lui. C'est l'affaire des 2 doigts de la main. Dites-le à Volone. Il fait un temps de diantre, j'en suis triste. Nous ne verrons ni mer, ni galère, ni port. Je demande pardon à Aix. Mais Marseille est bien jolie et plus peuplée que Paris. Il y a 100 000 âmes, de vous dire combien il y en a de belles. C'est ce que je n'ai pas le temps de compter. L'air, en gros, y est un peu scélérat. Et parmi tout cela, je voudrais être avec vous. Je n'aime aucun lieu sans vous, et moins la Provence qu'un autre. C'est un vol que je regretterai. Remercie Dieu d'avoir plus de courage que moi, mais ne vous moquez pas de mes faiblesses, ni de mes chaînes. Lettre numéro 23 à Madame de Grignan, à Moret, lundi au soir 30 octobre 1673. Me voici bien près de Paris, ma très chère bonne. Je ne sais comment je me sens. Je n'ai aucune joie d'y arriver que pour recevoir toutes vos lettres que j'y crois trouver.
Je ne sais quelle raison aura eu monsieur de Coulanges pour ne me les envoyer à Bourbilly, comme je l'en avais prié. Je me représente l'occupation que je pourrais avoir pour vous, tout ce que j'aurais à dire à monsieur de Brancas. La Garde, l'abbé de Grignan, d'Acqueville, monsieur de Pomponne, monsieur Le Camus, Orcelat, où je vous trouve, je ne prévois aucun plaisir. Je ne mériterai que mes amis me bâtissent et me renvoyassent sur mes pas. Plus adieu. Peut-être que cette humeur me passera et que mon cœur, qui est toujours pressé et qui me fait pleurer tous les jours sans que j'en puisse empêcher, se mettra un peu plus au large. Mais il ne peut jamais arriver que je ne souhaite uniquement et passionnément de vous revoir, que je ne désire avec ardeur tout ce qui peut y contribuer et que je ne craigne plus que toute chose ce qui pourrait m'empêcher cette satisfaction. Toutes vos affaires et le moindre de vos intérêts sont au premier rang de tout ce qui me touche. Je penserai continuellement à vous sans que je puisse jamais rien oublier de ce qui vous regarde. Parler de vous sera mon sensible plaisir, mais je choisirai mes gens et mes discours. Je sais un peu vivre, et ce qui est bon aux uns est mauvais aux autres. Je n'ai pas tout à fait oublié ce monde. Je connais ses tendresses et ses bontés pour entrer dans les sentiments des autres. Je vous demande la grâce de vous fier à moi et de ne rien craindre de l'excès de ma tendresse. Ma seule consolation, en attendant que je vous voie, sera de recevoir vos lettres, vous écrire et vous servir si je le puis. Voilà mon application et voilà comme je me trouve, sans compter 1000 autres sentiments dont le récit vous serait ennuyeux. Si vous croyez, ma bonne, que j'exagère d'un seul mot et que je ne dise ceci pour remplir ma 11e lettre, vous n'êtes pas juste. Et c'est dommage que je dise si vrai, mais je suis persuadée que vous ne me connaissez assez pour croire que c'est mon cœur qui me fait écrire ceci. Et même si mes délicatesses et les mesures injustes que je prends sur moi ont donné quelquefois du désagrément à mon amitié, je vous conjure de tout mon cœur, ma bonne, de les excuser en faveur de leur cause. Je la conserverai toute ma vie, cette cause très précieusement, et j'espère que, sans lui faire aucun tort, je pourrai me rendre moins imparfaite que je ne le suis. Je tâche tous les jours à profiter de mes réflexions, et si je pouvais, comme je vous ai dit quelquefois, vivre seulement 200 ans, il me semble que je serais une personne bien admirable. Don Courrier passa il y a 2 jours. Le cœur me battit à l'effet que vous fera son retour dans le pays. Nous jouâmes, l'abbé et moi, ce que nous aurions dit si le hasard nous avait fait rencontrer, comme il était fort possible. L'abbé fit des merveilles, et dit tout de son mieux, mais j'eus l'avantage de 1000 lieues loin. Toutes mes réponses étaient d'une force et d'une justesse extrême. Je sais cette cause au-delà de toute perfection. Si je ne me trompe, M. de Pomponne ne demeurera pas dans son ignorance. Mais il ne sera plus temps, et tout est inutile présentement. J'ai eu regret à mon voyage de Bourgogne. Il m'a semblé que peut-être vous auriez eu besoin de moi à Paris. Si M. de Sens avait été à Sens, je l'aurais vu. Il me semble que je dois cette civilité à tous les sentiments qu'il a eus pour vous. Je regarde tous ces lieux où je passais il y a 15 mois avec un fond de joie si véritable, et je considère avec quelques sentiments j'y repasse maintenant. Et j'admire ce que c'est d'aimer quelque chose comme je vous aime. J'ai relu bien des fois, ma bonne, votre lettre que je reçus à Lyon, et celle que vous écriviez à M. d'Acqueville. Elles sont très tendres et font bien leur effet. Songez, ma bonne, que je n'en ai pas reçu une de toutes les autres que vous m'aviez écrites. Pour moi, je vous ai écrit partout. Enfin, voici la 11e, ce serait un vrai miracle si elles avaient toutes été jusqu'à vous. J'ai reçu des nouvelles de mon fils. C'est de la veille du jour qu'il croyait donner bataille. Il me paraît aise de voir des ennemis. Il n'en croyait non plus que des sorciers. Il avait une grande envie de mettre un peu Flamberge au vent, par curiosité seulement. Cette lettre m'aurait bien effrayée si je ne savais pas très bien la marche des impériaux et le respect qu'ils ont pour l'armée de votre frère. Mon Dieu, ma bonne, j'abuse de vous. Voyez quel fagot je vous compte. Peut-être que de Paris, je vous demanderai des bagatelles qui vous pourront divertir. Soyez bien persuadés que mes véritables affaires viendront du côté de Provence. Mon Dieu, votre assemblée et nos pétoffes. Qu'est-ce que tout cela deviendra ? Mais votre santé, voilà ce qui me tue.
Je crains que vous ne dormiez point et qu'enfin vous ne tombiez malade. Vous ne me direz rien là-dessus, mais j'en ai né point d'inquiétude. Je conjure monsieur de Grignan de contribuer à votre conservation et d'avoir un peu d'amitié pour moi. Je vous commande aussi au coadjuteur. Si vous êtes encore à Salon, ma bonne, je suis à vous. Et votre petit procès l'avez-vous gagné? L'abbé vous prie d'avoir soin de vos affaires. Vous me remerciez l'autre jour de vous avoir donné plus d'une année. Hélas, ma bonne, plaignez-moi de celle que je ne vous donne pas. Jamais je n'ai pu passer des jours avec tant de regrets. Et au moins, je n'ai pas sur mon cœur d'avoir répondu, par ma volonté, une seule heure du temps que j'ai pu être avec vous. Lettre numéro 24 à Madame de Grignan, à Paris, lundi 29 janvier 1674. Vous avez la cruauté. Madame, ma bonne, je suis en colère contre vous. Comment vous avez la cruauté de me dire, connaissant mon cœur comme vous faites, que vous m'incommodерez chez moi, que vous m'ôterez mes chambres, que vous me romprez la tête. Allez, vous devriez être honteuse de me dire ce sorte de verbiage. Est-ce pour moi que ce style est fait? Prenez plutôt part à ma joie, ma bonne. Réjouissez-vous de ce que vous m'ôterez mes chambres. Qui voulez-vous qu'il les remplisse mieux que vous? Est-ce que pour autre chose que je suis aise de les avoir? Puis-je être plus agréablement occupée qu'à faire les petits arrangements qui sont nécessaires pour vous recevoir? Tout ce qui a rapport à vous n'est-il point au premier rang de toutes mes actions? Ne me connaissez-vous plus, ma bonne? Il faut me demander pardon et rétablir votre confiance, ce que votre lettre a gâté. Vous ai-je assez grondé? Il me semble que vous deviez compter sur votre congé plus fortement que vous n'avez fait. Le billet que je vous ai envoyé de monsieur de Pomponne vous en assurait assez. Un homme comme lui ne serait guère pas engagé à le vouloir demander sans être sûr de l'obtenir. Vous l'aurez eu le lendemain que vous m'avez écrit. Et il eût fallu que vous eussiez été toute prête à partir. Vous me parlez de plusieurs jours, cela me déplaît. Vous aurez reçu bien des lettres par l'ordinaire du congé, c'est-à-dire monsieur l'archevêque, pour votre conduite sur toutes vos affaires. Vous aurez vu ce que la garde vous conseille pour amener peu de gens. Si vous amenez tout ce qui voudra venir, votre voyage de Paris sera comme celui de Madagascar. Il faut se rendre léger et garder le décorum pour la province. J'avais déjà parlé au bel abbé pour une calèche. Le chevalier de Beauhus, Jeanne et le chevalier de Greenman en trouveront sans doute. Pour moi, je m'en vais arrêter une petite maison que le bien bon a vue, qui est près d'ici, qui n'est point chère, qui sera pour votre équipage et même pour le coadjuteur, s'il n'avait pas mieux. Car nous comptons que vous l'amènerez, vous aurez vu toutes les raisons qui nous le font souhaiter. J'ai causé avec monsieur de Lavardin de nos affaires. C'est un homme sur qui l'on peut compter. Il est assurément de mes amis et je vous prierai le bien recevoir. Il pâme de rire de la grande affaire qu'on fait pour votre gratification. Cela est honteux à votre infâme évêque. Vous avez vu ce que l'on donne à Bretagne, que le roi et M. Colbert trouvent fort bon. Lavardin a touché 100 000 francs cette année en appointement, garde, gratification. Je ne puis pas vous représenter son étonnement et combien il est propre à discourir sur cette affaire. Pour moi, j'en ai par-dessus la tête. Mais il faut se calmer. Ce que vous dites des copies sur l'évêque fait faire et que vous seriez riche si vous lui rendiez le papier marqué. Et qu'il ne l'ait pu faire ailleurs. Et assurément une des plus plaisantes visions du monde. Nous parlerons à monsieur de Pomponne pour le prévenir sur tout ce que l'on peut écrire de province. Il tiendra le parti de la justice. Voilà de quoi l'on peut répondre en général. C'est dommage qu'on ne puisse contrer l'augmentation du présent qu'on ait fait à la pluie à l'Assemblée, proposée par le prélat. Il a pourtant un tour et un ton à donner. Moyennant quoi cela nous servira, monsieur de Pomponne ne vint point la dernière semaine. Il m'envoya déprier de dîner. Ce sera pour samedi.
Il faudra prendre conseil de votre manière d'agir avec ce marin. J'ai appris qu'il n'a pas su se dédire de la première présidence et que cela va son train. Le mariage n'est pas si assuré. Je crois que M. de Grignan est allé à Marseille et à Toulon il y a 1 an, comme à cette heure que nous étions ensemble. Vous songez donc à moi en revoyant Salon et les endroits où vous m'avez vu. C'est un de mes mots que le souvenir qui me donne les lieux. J'en suis frappée au-delà de la raison. Je vous cache, et au monde et à moi-même, la moitié de la tendresse et de la naturelle inclinaison que j'ai pour vous. On va fort à l'opéra. On trouve pourtant que l'autre était plus agréable. Baptiste croyait l'avoir surpassé. Le plus juste s'abuse. Ceux qui aiment la symphonie y trouvent toujours des charmes nouveaux. Je crois que je vous attendrai pour y aller. Les bals de Saint-Germain sont d'une tristesse mortelle. Les petits-enfants veulent dormir dès 10 heures. Et le roi n'a cette complaisance que pour marquer le carnaval, sans aucun plaisir. Il disait à son dîner « Quand je donne point de plaisir, on se plaint. Et quand j'en donne, les dames n'y viennent pas. » Il ne dansa la dernière fois qu'avec Madame de Crussol, qu'il pria de ne lui point rendre sa courante. Monsieur de Crussol, qui tient le premier rang pour les bons mots, disait en regardant sa femme, plus rouge que les rubis dont elle était parée, « Messieurs, elle n'est pas belle, mais elle a un bon visage. Votre retour est présentement la grande nouvelle de la cour. Vous ne sauriez croire les compliments que l'on m'en fait. Il y a aujourd'hui 5 ans, ma bonne, que vous fûtes. Quoi? Mariée? J'ai vu enfin chez elle la pauvre Cadrousse. Elle est verte et perd son sang et sa vie. 3 semaines tous les mois, cela ne peut pas aller loin. Mais voilà, monsieur le chevalier de Grignan, qui vous dira le reste. Il est vrai qu'il m'aime, et je vous quitterai bientôt, aussi pour l'entretenir. Ma bonne, apportez-moi votre vieux éventail et votre vieille robe de chambre des Indes. De l'un, je vous ferai faire un petit tableau, et de l'autre, un petit paravent. Il ne faut point rire, vous verrez. Amenez-moi, bonne fille, préférablement à tout autre. Je vous embrasse, ma bonne, avec des tendresses que vous ne sauriez connaître. On parle fort de la paix, on dit qu'elle aurait été faite dès cet été, mais que personne n'avait voulu s'éboucher avec M. de Chaulnes. Le bien bon est à vous, et moi au Grignan. Mon petit compère n'est pas encore revenu. Vous recevrez cette lettre à Lyon. Je vous prie d'embrasser pour moi la belle Rochebonne et d'assurer monsieur le chat marié que je l'honore et l'estime parfaitement. Pour ma bonne. C'est ainsi que se termine la lettre numéro 24 et ma lecture de ce soir. J'espère que vous avez apprécié ce moment et l'œuvre de Madame de Sévigné. Je vous retrouve très vite pour un prochain roman. À bientôt sur D8.